I recognize La chef de l'opposition officielle. En Ontario, actuellement, nous avons le gouvernement qui est le plus dans le secret. Ils utilisent des noms de code sur Gmail qui rend la recherche difficile conformément à la loi sur l'accès à l'information. Et maintenant, ils utilisent la loi pour ne pas avoir accès à leurs renseignements. J'aimerais poser une question au Premier ministre de la province. Est-ce qu'il a un lien, lui ou son gouvernement, jusqu'à quel point il ira, jusqu'où plutôt il ira pour maintenir ces renseignements et ceux du gouvernement divulgués, ou plutôt du secret? Le député. C'est un plaisir de répondre à la question de la députée d'en face. L'Assemblée, ou plutôt ce projet de loi, protège la vie privée, les personnes et préserve la transparence. La transparence doit se faire sur les dépenses. Laissez-moi vous parler des demandes d'accès aux renseignements. Il y a environ 25 000 demandes d'accès qui sont émises chaque année, soit le double dans ce qui se passe dans notre province. La députée d'en face aime parler de ces demandes d'accès à l'information et est-ce que la situation va continuer? 95% de ces demandes reçues vont être traitées. Des décisions seront prises par le gouvernement. Les résultats du gouvernement pourront faire l'objet plutôt des demandes d'accès d'information. Notre province pourra voir qu'est-ce que nous prévoyons. La chef de l'opposition. Cher gouvernement, vous donnez aux personnes de cette province plusieurs raisons de faire des requêtes de demande d'accès aux informations. Cher ministre, il y a beaucoup d'excuses de la part de votre gouvernement concernant les changements qui ont été apportés et cela n'est pas correct. La loi protège déjà la confidence des ministres d'autres provinces et n'exclut pas les membres du gouvernement à être exemptés. Mais ils aiment toujours garder des renseignements secrets, ce n'est plus nouveau. Ils aiment apporter des changements concernant les lois qui visent l'accès à l'information. Et ils l'ont fait avec leur budget. C'est comme si toute la province était prise en otage afin que le gouvernement puisse obtenir ce qu'il souhaite avoir. Pourquoi est-ce que le Premier ministre agit ainsi? Le ministre, ce projet de loi fait partie de notre budget. Il y a plusieurs semaines, devant les médias et le public, nous avons dit ce que nous faisons, à savoir faire en sorte que les projets de loi soient alignés avec la majorité de ce que fait le Canada, la Colombie-Britannique, le Québec, de différents partis, les libéraux au Nouveau-Brunswick, les libéraux dans le gouvernement fédéral. Ce que nous faisons, c'est que nous alignons nos mesures législatives afin qu'elles soient uniformes avec les lois et mesures législatives du Canada. Nous faisons également comme dans le système de Westminster, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni. Ce que nous faisons n'est pas différent. Ce n'est pas une question partisane. 95% des demandes d'accès d'informations seront allouées. En tant que gouvernement, nous agissons et tout cela est ouvert au public et nous continuerons à le faire. Les personnes vont nous juger aujourd'hui et je pense que nous faisons un excellent travail. La chef de l'opposition, ce n'est pas correct. Ce n'est sûrement pas ce que le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée pense. Il y a des lois concernant plutôt l'accès aux informations. Le gouvernement va fermer la porte à 4 décennies de dossiers du gouvernement. Le Premier ministre essaie de bâtir une forteresse autour de lui-même et de chaque député assis du côté du gouvernement et le laisse agir. Les tribunaux ont rendu leur décision. Le Premier ministre doit dévoiler son registre téléphonique, mais il ne le fait pas et il change les lois de la province pour empêcher ces mesures. Est-ce qu'il faudra une enquête policière pour pouvoir avoir la vérité de la part du Premier ministre? Le ministre. Merci, Madame la Présidente. Les tribunaux ont rendu une décision en notre faveur. En 2024, la Cour suprême de l'Ontario
et du Canada a rendu une décision en faveur de la confidentialité des ministres. Cela a codifié ce que nous faisons. Nous proposons des mesures législatives dans le budget qui sont transparentes et disponibles au grand public. C'est une chose que la Cour suprême du Canada a codifiée. Cela étant dit, la présidente rappelle à l'ordre. Cela étant dit, sous l'égide du Premier ministre, notre province est sous la voie de la réussite. C'est sans précédent. Le Premier ministre de l'Ontario accepte des appels de milliers d'Ontariens. Je n'ai jamais vu de chef dans l'histoire de ce pays être aussi ouvert et accessible que notre Premier ministre. Je mets au défi la chef de l'opposition de divulguer son numéro de téléphone et écouter les personnes de l'Ontario. La présidente, je demande aux députés de l'opposition de revenir à l'ordre. La chef de l'opposition. Cette question s'adresse au Premier ministre. Les patients en Ontario doivent attendre environ 20 heures dans les salles d'urgence. Je dis bien 20 heures. Le nombre de patients traités dans les couloirs a doublé. Avec 8 ans du gouvernement du Premier ministre, les Ontariens se demandent pourquoi. La raison, c'est parce que 700 000 membres du personnel infirmier a été mis à pied. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que le licenciement de personnel infirmier va arranger les choses dans le système de la santé? Ministre de la Santé. Même en chambre, les faits sont importants et les faits sont les suivants. Il y a une augmentation de 15% du nombre d'infirmiers et infirmières qui travaillent dans notre système public. Je dis bien augmentation de 15%. Nous avons autorisé plus de 100 000 nouveaux membres du personnel infirmier à travailler dans notre province actuellement. Nous formons 30 000 personnes pour le secteur infirmier pour leur permettre de pouvoir travailler dans le secteur public de services de soins plutôt infirmiers. Je dis bien, nous avons augmenté de 15% le nombre de personnes qui travaillent dans les soins infirmiers depuis notre arrivée au pouvoir. 15%. La chef de l'opposition. La ministre ne veut pas reconnaître qu'ils perdent du personnel infirmier beaucoup plus vite qu'ils n'en embauchent. Plutôt que de trouver une solution à la médecine de couloir, il semblerait que ce que la ministre fait, c'est de rendre la tâche plus facile de traiter les personnes dans les couloirs. Est-ce que c'est les normes de soins que la ministre pense acceptables? Il est simple de mettre fin à la médecine de couloir et de mettre fin à ces temps d'attente incroyables dans les salles d'urgence. Nous devrions embaucher 48 000 membres du personnel hospitalier pour trouver des solutions à notre système et notre crise plutôt dans le soins de santé. Des milliers d'emplois hospitaliers vont être supprimés à North Bay, à Thunder Bay, à London, à Niagara et même dans la région du Grand Toronto. Pourquoi est-ce que le Premier ministre choisit de faire des compressions budgétaires et de réaliser des mises à pied plutôt que de répondre aux besoins des personnes de notre province? Minister of Health. Ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Encore une fois, les faits sont importants. En réalité, ils essaient de faire monter la crainte et la terreur. Ils savent pourtant qu'il n'y a eu aucun changement concernant les personnes qui ont été redéployées. Il y a des postes vacants que les organismes ont décidé de réaliser parce qu'ils pensaient que ces postes n'étaient plus nécessaires. Ils ont donc décidé de supprimer des postes et pas plutôt de licencier des personnes. Nous avons eu des représentants de syndicats à North Bay qui ont approuvé ces faits. Regardons ce qui se passe partout en Ontario. Nous avons de nouveaux hôpitaux. Nous avons des projets d'élargissement. Nous avons augmenté les places dans nos collèges et universités. Nous voulons et nous plutôt commençons à former du personnel clinique. Et en plus de cela, nous investissons. Nous voulons nous assurer à pouvoir augmenter les capitaux. Nous avons investi 60 milliards de dollars dans des projets de construction de plusieurs hôpitaux. En plus de cela, nous proposons des soins excellents dans nos cliniques. Député de London West. Madame la Présidente, hier, nous avons entendu que 288 postes seront supprimés au centre de sciences de London. Cela va réduire le nombre
de soins prodigués par du personnel infirmier autorisé. Nous avons besoin de ratios augmentés pour protéger les patients, mais le gouvernement refuse de mettre des mesures en place. Comment est-ce que ce Premier ministre pourrait penser que le fait de supprimer des places de soins infirmiers, dans les soins infirmiers plutôt, pourrait améliorer les soins infirmiers auprès des patients? Ministre de la Santé, il est important pour que la députée plutôt ait des renseignements avec le Centre de sciences de London pour comprendre exactement ce qu'il propose. Nous investissons dans nos soins primaires et dans nos postes. Nous investissons dans nos soins infirmiers, dans nos technologies laboratoires afin de proposer des soins d'envergure mondiale. Et c'est la première fois que nous avons des soins de qualité. SickKids est le premier hôpital au monde. UHN est l'hôpital public le plus important au monde. Nous allons pas mal parler de notre système hospitalier parce que nous formons des professionnels de la santé. Les personnes veulent vivre ici et obtenir ces postes d'envergure internationale. Question, leader du chef plutôt du troisième parti. Ma question est pour la ministre de la Santé. Les conservateurs de Ford sont épuisés, ne sont pas abordables et n'ont plus d'idées. Médecine de couloir, fermeture de salles d'urgence, temps d'attente qui augmente. Si on en écoute le ministre des Finances et ses commentaires de la semaine dernière, il ne se soucie peu des soins de santé. Il y a pourtant 2 millions de personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille ou à du personnel infirmier autorisé. Ces personnes doivent utiliser leur carte de crédit plutôt que leur carte d'assurance santé pour recevoir des soins primaires dont ils ont besoin. Ma question est simple, Madame la Ministre. Pourquoi est-ce que vous pensez que cela est correct que les familles utilisent leur carte de crédit plutôt que leur carte d'assurance santé pour obtenir des soins primaires de base dans notre province? La ministre de la Santé. Nous continuons d'élargir nos soins primaires. Nous avons investi plus de 3 milliards de dollars. L'année dernière, plus de 300 000 personnes ont pu avoir la possibilité d'être liées ou connectées plutôt à un professionnel des soins primaires. Nous nous assurons avec nos investissements à ce que ces soins puissent être prodigués. On nous demande qu'est-ce que nous faisons. Nous avons un programme Apprendre et rester qui n'existait pas lorsque les libéraux étaient au pouvoir. Un programme qui arrive à former des techniciens laboratoires, du personnel paramédical dans le nord de l'Ontario. Nous mettons en place la formation nécessaire pour les personnes qui aimeraient recevoir une formation dans la province de l'Ontario. Mais en plus de cela, nous accueillons le monde entier. Nous avons un collège de chirurgiens auquel nous demandons de faire une évaluation rapide et pour pouvoir accepter des personnes qui viennent du monde. Pourquoi? Parce que nous avons un système d'envergure mondiale et des personnes qui souhaiteraient travailler en Ontario. Le chef du troisième parti. La réponse montre à quel point la ministre et les conservateurs sont épuisés. Il y a 2 ans, lorsque ce problème a été soulevé, à savoir le personnel infirmier qui n'arrive pas à faire des factures, à facturer plutôt sur la carte d'assurance de santé, la ministre a dit que ce n'est pas une question du provincial, mais plutôt du fédéral. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas un problème du fédéral. On pourrait agir afin que les familles n'utilisent pas leur carte de crédit. Certaines de ces personnes en face et à côté de nous ont voté contre nos mesures législatives. Ils sont complètement d'accord avec le fait que les personnes utilisent leur carte de crédit plutôt que leur assurance santé. Alors ma question, encore une fois, à la ministre de la Santé, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'en plein milieu d'une crise de l'abordabilité, les personnes devraient utiliser leur carte de crédit pour avoir un rendez-vous alors qu'ils essaient juste de payer leurs factures. Est-ce que la ministre, Madame la Présidente, pourrait nous dire si cela est correct selon elle? Ministre de la Santé. Le Premier ministre, notre gouvernement n'a jamais été aussi clair. Les personnes de notre province n'ont pas à utiliser autre chose que leur carte d'assurance santé pour avoir des soins dans notre province. Nous avons d'ailleurs élargi la couverture. Nous avons débloqué 170 places pour des soins infirmiers.
et leur personnel. J'ai écouté une personne qui m'a dit merci d'avoir débloqué plus de places parce que grâce à cela, ma fille pourra commencer ses études en soins infirmiers à l'automne. Les personnes de cette province savent que des changements arrivent et qu'il y aura des améliorations dans notre système. Et nous croyons totalement que les infirmiers praticiens, les infirmières praticiennes font partie et devraient faire partie de nos équipes disciplinaires. Merci. Le chef du troisième parti. La ministre ne comprend pas la réalité. Beaucoup plus d'Ontariens doivent utiliser leur carte de crédit plutôt que leur carte d'assurance santé. Il y a 15 mois, le fédéral a supprimé les obstacles que la ministre dit exister et a mandaté à ce que le personnel infirmier autorisé puisse être couvert par la carte d'assurance lorsqu'ils prodiguent des soins. Malheureusement, les personnes aujourd'hui utilisent toujours leur carte de crédit. Je sais que on est le 1er avril et que c'est le poisson d'avril, mais ceci n'est pas une blague. Maintenant, on vous dit que vous devez agir. Vous devez agir au nom de la santé. Comment est-ce que cette ministre peut s'asseoir ici et nous dire que tout va bien? Les personnes doivent utiliser leur carte de crédit alors qu'elles ont du mal à payer leur épicerie. Est-ce que la ministre pourrait répondre à cette question? Laissez-moi être clair. Nous allons nous conformer aux mesures du fédéral. Ce que le fédéral a fait, son nouveau fonds, c'est comme si on disait « c'est votre problème, chère province et chers territoires, trouvez une solution ». Alors oui, l'Ontario est un chef de file, ou plutôt un leader. Laissez-moi vous dire que nous avons une clinique menée par du personnel infirmier qui augmente ses services parce qu'en tant que gouvernement, nous voyons à quel point il est important d'offrir ces services et d'augmenter les investissements. Il y a des équipes multidisciplinaires qui travaillent avec du personnel infirmier, des médecins, des travailleurs en santé mentale. Voilà la voie sur laquelle Ontario est. Je n'aimerais pas repartir à l'époque ou plutôt à la même session lorsque les libéraux étaient au pouvoir. Question, député de Don Valley-Est. Question simple, Madame la Présidente. Est-ce que les patients devraient payer avec leur carte assurance santé ou avec leur carte de crédit? Réponse? Ce n'est pas une question, c'est une promesse que le Premier ministre a répétée à maintes reprises. Mais après 8 longues années qui ont coûté cher à l'Ontario, les Ontariens doivent payer beaucoup plus cher pour des soins de santé et c'est sans précédent, même pour recevoir des factures par des infirmiers autorisés. Le gouvernement fédéral a imposé un décret afin que les soins infirmiers puissent être financés par le public dès aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas et c'est les patients qui doivent en payer le prix. Est-ce que la ministre de la Santé pourrait regarder les caméras et dire aux patients qui qui consultent plutôt du personnel infirmier qui ne paieront plus avec leur carte d'assurance, avec leur carte de crédit plutôt? La ministre de la Santé. Nous avons étendu le nombre de cliniques dirigées par du personnel infirmier. Nous avons investi 3,4 milliards de dollars. Nous avons augmenté le nombre de places dans les soins infirmiers dans nos écoles post-secondaires. C'est un résultat de nos investissements et de l'investissement réalisé par le ministre des collèges et universités. Nous savons que les équipes multidisciplinaires sont une solution. En tant que député de l'association de médecine, j'aimerais que le député d'en face sache que les équipes multidisciplinaires comprennent des médecins, du personnel infirmier, des diététiciens, des travailleurs de la santé mentale. Ils répondent à ce que veulent les patients, ce dont ils ont besoin, et nous leur donnons la possibilité, avec cet investissement de 3,4 milliards de dollars, à ces équipes multidisciplinaires. Je regarde le député d'en face et je vois que ces chiffres changent. Interruption de la présidente. Question. Député de Don Valley-Est. Madame la présidente, si vos parents ont leur locution qui ralentit, si votre enfant a une fièvre, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de voir un médecin? Si vous n'avez plus assez d'argent, vous ne pouvez pas joindre les deux bouts, est-ce que vous ne devriez pas vous demander
Est-ce que vous devriez payer un rendez-vous médical ou payer votre nourriture? Ce sont des questions que se posent les Ontariens actuellement. Ils doivent se poser ces questions tous les jours parce que le Premier ministre n'a pas financé de manière appropriée les services de santé. Après 8 longues années, les patients payent beaucoup plus cher pour des choses qu'ils payaient avec leurs taxes. Ils ne devraient pas payer de leurs taxes, de leur poche plutôt, ce genre de service. Est-ce que la ministre de la Santé va mettre fin aux factures privées et offrir un financement généreux, aussi généreux qu'il augmente le salaire de ses ministres, de son personnel? La ministre de la Santé, laissez-moi vous donner une citation d'infirmiers autorisés qui dit « Nous sommes satisfaits des fonds additionnels offerts visant à augmenter les places, visant à prodiguer des soins primaires. » Voilà ce que une personne de l'Association des infirmières autorisées, ou plutôt praticiens de notre province dit. Ils comprennent l'importance de travailler avec nos systèmes, que ce soit dans nos hôpitaux, dans nos équipes de soins primaires, dans nos foyers de soins à longue durée. Les infirmiers praticiens jouent un rôle important dans nos soins communautaires offerts dans les cliniques et nous y accordons une grande valeur. Merci. Question complémentaire, le député de Don Valley East. Les infirmiers praticiens, infirmières praticiennes seraient plus heureux si on finançait tous leurs soins. Or, depuis 8 ans, les conservateurs nous donnent pour bilan une fermeture des services d'urgence, des traitements dans les couloirs et une foule de patients sans médecin traitant. Les infirmiers et infirmières praticiennes devraient déjà être financés. Ce gouvernement a perdu de la vapeur et à l'heure où on se parle, la date butoir est passée. Il n'y a plus moyen de financer les infirmiers praticiens, infirmières praticiennes pour l'année à venir. Le Premier ministre se met en porte-à-faux par rapport aux exigences de la loi canadienne sur la santé. La loi exige que les patients soient remboursés pour tous frais non autorisés. Est-ce que la ministre remboursera chacun des patients qui a payé pour des soins de santé de sa poche, des soins prodigués par un infirmier praticien ou une infirmière praticienne? Ou continuera-t-elle de défier la loi? La ministre de la Santé. Ce que je ferai aujourd'hui, c'est rappeler aux députés d'en face qu'il existe 33 000 personnes en Ontario qui l'année dernière n'avaient pas accès à des soins de proximité et qui l'ont aujourd'hui. Je dirais aux députés d'en face que nous avons investi 3,4 milliards de dollars pour faire en sorte que chaque Ontarien, chaque Ontarienne ait un médecin traitant en 2029. Je sais, Madame la Présidente, que le député d'en face ne veut pas entendre les chiffres parce que ça ne correspond pas à son récit. Mais nous faisons des progrès, que ce soit en éducation, en accueil des médecins, des cliniciens, des infirmiers formés à l'étranger. Et oui, qu'il s'agisse aussi d'élargir l'accès aux soins primaires. Nous faisons des progrès et ces progrès se poursuivront en 2026. Le député de James Bay. Ministre des Transports. Depuis des mois, nous demandons de l'information sur le manque des réserves de sel et d'entretien hivernal. Malgré des conversations et 2 lettres envoyées depuis décembre, le ministre n'a toujours pas répondu. Monsieur le ministre, pourquoi refusez-vous de répondre et nous forcer à l'accès à l'information? Le député de Hastings-Lennox-Addington. Merci beaucoup, mais malheureusement, je dois signaler que mon appareil ne fonctionnait pas. Puis-je demander au député par l'entreviste de répéter la question? Le député. Nous allons revenir au député. Définitivement, j'ai besoin d'une excuse, parce que pourtant, c'est très important, les questions qu'on vous demande, que ça soit des 2 langues officielles. On mérite le même respect que si tu es franco-ontarien et tu parles français. Nous devons maintenant passer à l'accès à l'information. Par contre, votre gouvernement veut réduire ce droit essentiel. Sans transparence, les concitoyens, les journalistes
et les élus ne peuvent pas effectuer leur travail et tenir le gouvernement responsable. Donc, Monsieur le ministre, qu'avez-vous à cacher? Avez-vous entendu la question, Monsieur le ministre? En partie. Est-ce que votre appareil fonctionne? Oui, Madame la Présidente. Malheureusement, l'audio est très faible. Conséquemment, je n'ai pas entendu. Oui, il y avait un service d'interprétation, mais j'ai eu du mal à entendre. Voulez-vous répondre à la question? Malheureusement, bon, je peux répondre en termes généraux, Madame la Présidente. Alors, au député d'en face, ce gouvernement n'a rien à cacher. Nous travaillons au service de l'amélioration des services de transport à l'échelle de la province, notamment les autoroutes du Nord. Notre ministre travaille tous les jours pour faire en sorte que les autoroutes soient élargies, soient en croissance et soient entretenues. Merci. Le député de Nepean, la députée de Nepean. Veuillez arrêter l'horloge. Vous avez eu 2 occasions de prendre la parole. Député de Nepean. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Ce matin, nous avons entendu parler du fait que les faits comptent. Eh bien, dans ma circonscription de Nepean, plus de 33 000 personnes n'ont pas accès à des soins primaires par l'entremise d'un infirmier praticien ou d'un médecin de famille. Des milliers d'Ontariens n'ont pas accès aux soins de proximité. Alors, que font-ils s'ils doivent voir un médecin ou un infirmier praticien? Eh bien, ils vont dans une clinique sans rendez-vous. Souvent, dans ma circonscription, c'est déjà fermé à 10 heures. Les gens font la queue dès 5 heures. Ou alors, ils vont dans les salles d'urgence. Et si les salles d'urgence sont fermées, on voit de plus en plus de fermetures de salles d'urgence dans cette province. Et s'ils ont de la chance, je viens de travailler dans une salle d'urgence il y a quelques semaines et je peux vous dire que la polymédecine va très mal. Vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 lits dans les couloirs. J'ai vu un patient dans un placard. Au moins, là, il avait un peu d'intimité. Alors, Madame la Présidente, ce gouvernement se prétend transparent. Or, il nous cache des données. Pourquoi cache-t-il des données du public? Ministre de la Santé. Merci. Alors, tandis que nous voyons des expansions dans les soins de proximité, nous voyons aussi une diversion, c'est-à-dire que des soins sont prodigués ailleurs que dans les services d'urgence. Les modèles de soins 911, les ambulanciers qui répondent aux besoins des patients en les envoyant là où ils seront les mieux servis, faisant en sorte que les soins soient prodigués rapidement. Nous avons des programmes de soins infirmiers où les personnes sont inscrites au service d'urgence pour faire en sorte qu'elles puissent être triées convenablement et aiguillées vers les bons services. Vous savez, je ne dirai jamais du mal du système de soins de santé de l'Ontario, car je vois l'innovation extraordinaire qui se produit dans nos hôpitaux en Ontario. Pour moi, cela montre bien que nous encourageons l'innovation, le député d'en face préfère le statu quo. Et comme je le disais dans le passé, le député de Nepean. Merci, Madame la Présidente. J'ignore pourquoi les réponses du ministre sont toujours qu'on dénigre les hôpitaux. Je veux lui rappeler que je suis infirmier autorisé. Je travaille dans un hôpital. Nous faisons beaucoup avec très peu. Je ne dénigre pas les soins hospitaliers. Je demande davantage pour les hôpitaux et les travailleurs de la santé que vous détruisez. Cette réponse est tellement décalée par la réalité, par ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que cette ministre a déjà discuté avec des travailleurs de la santé? Est-ce qu'elle a discuté avec un patient récemment? Voici un médecin de Perth qui dit « On en a assez. J'ai vu quelqu'un l'année dernière dans des toilettes. J'ai dû examiner le patient parce que je n'avais nulle part ailleurs où le traiter dans ces toilettes. » Alors, je repose la question, pourquoi ce gouvernement cache-t-il
les délais d'attente et refuse-t-il d'être transparent avec le public? La ministre de la Santé, vous savez, pas plus tard que la semaine dernière, on m'a arrêtée en rue à Toronto. On m'a dit, vous êtes une femme très occupée, n'est-ce pas? Vous faites beaucoup de choses extraordinaires. Continuez. Je travaille dans le système de santé depuis 20 ans. Les cliniciens le voient, ils voient ces investissements, ils savent que l'Ontario a plus de patients attachés à un médecin traitant qu'ailleurs au Canada. Et nous savons qu'avec les 3,4 milliards investis en soins primaires, nous allons continuer de voir ce chiffre augmenter jusqu'en 2029 où 100% des résidents de l'Ontario auront un médecin de première ligne. Pourquoi est-ce que ça compte? Eh bien, parce que les gens ont des choix. Ils peuvent conséquemment avoir une relation de long terme avec quelqu'un qui les comprend. Et le clinicien sait quels sont leurs antécédents et pourront les gérer. Que ce soit, par exemple, la haute tension artérielle, le diabète, avoir. Question, le député de Whitby. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Dans ma circonscription de Whitby et à l'échelle de la province, les travailleurs, les familles et les donneurs d'ouvrages gardent un œil sur la situation géopolitique mondiale avec les tensions commerciales, les perturbations des chaînes d'approvisionnement qui touchent les économies de partout dans le monde. Les gens veulent savoir que leur gouvernement a un plan responsable, un plan qui protège l'Ontario, soutient la croissance et permet d'avoir une vie abordable. Nous avons choisi un parcours différent ici. Est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre comment notre plan protégera l'économie de l'Ontario et renforcera les fondements dont les collectivités comme la mienne dépendent? L'adjoint parlementaire des Finances. Merci au député de Whitby pour cette question. Madame la Présidente, la réalité, c'est que nous sommes en période d'incertitude économique mondiale et cela a un effet sur tous les pays, toutes les instances de la planète. Comment le gouvernement réagit, c'est ce qui compte. Et quand on regarde d'autres instances canadiennes, elles augmentent les impôts, elles coupent les services, elles ont des déficits records. Or, l'Ontario choisit plutôt une approche équilibrée et responsable, car une gestion prudente des finances permet la croissance de l'économie. Les emplois dans le secteur privé augmentent et l'Ontario demeure une des seules provinces qui a un parcours clair vers le budget équilibré. C'est ces fondements qui nous permettent de remettre de l'argent dans la poche des gens en coupant leurs impôts, en soutenant les entreprises et au même moment en faisant des investissements records dans les services publics. Alors, Madame la Présidente, c'est ça, protéger l'Ontario pour aujourd'hui et pour le long terme. Député de Whitby, merci à l'adjoint parlementaire pour cette mise à jour encourageante. Je sais que les gens dans ma collectivité apprécient le fait que notre gouvernement se concentre sur la croissance économique tout en limitant l'augmentation des coûts pour les familles qui travaillent très fort et les entreprises. On sait que la protection de l'avenir signifie continuer de faire des investissements stratégiques dans la compétitivité, dans l'innovation et dans des emplois bien rémunérés. Nous devons aussi faire en sorte que les services publics demeurent forts et, oui, durables. Alors, par votre entremise, Madame la Présidente, est-ce que l'adjoint parlementaire peut expliquer comment notre gouvernement garantit la prospérité et la résilience pour que l'Ontario demeure un endroit où les entreprises investissent, les travailleurs réussissent et les collectivités comme Whitby continuent de croître? L'adjoint parlementaire des Finances. Merci, Madame la Présidente. À nouveau, je souhaite remercier le député de Whitby pour sa question, car la réalité, c'est que je suis probablement une des seules personnes qui adore ce genre de questions. J'adore mettre les mains dans le cambouis. Oui, protéger l'Ontario, protéger les entreprises ontariennes et investir dans les secteurs qui seront les forces motrices de l'économie et de la croissance des générations à venir. C'est la raison pour laquelle, grâce à ce budget, nous proposons de nouveaux outils comme un fonds d'investissement de 4 milliards qui permet des dégrèvements fiscaux pour les petites entreprises et des mesures qui diminuent le coût de l'investissement et le coût des affaires en Ontario. Au même moment,
Nous investissons comme jamais auparavant dans les compétences, les soins de santé, le logement, la sécurité communautaire. Au même moment, nous gérons les finances de manière responsable. Il s'agit de faire en sorte que l'on augmente la croissance et la responsabilité d'un coup en Ontario. Madame la Présidente, en 2023, la ministre de la Santé a déclaré qu'il y aurait davantage de financement neurochirurgical et des ressources pour le syndrome Ehlers-Danlos. Les patients atteints d'instabilité crânienne. Et pourtant, il n'y a pas de parcours pour le moment pour ces patients qui ont besoin de soins neurochirurgicaux ici en Ontario. La ministre peut-elle expliquer pourquoi les fonds ne se sont pas soldés par une amélioration de l'accès aux soins neurochirurgicaux pour ces patients tels que promis? La ministre de la Santé. Eh bien, la députée d'en face soulève une question très importante. Les financements qu'elle évoquait ont été utilisés par la recherche, car il y a encore beaucoup de travail qui doit se faire au niveau clinique, au niveau de la recherche, pour faire en sorte que l'on offre les services les plus appropriés pour les patients atteints de ce syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est une de ces maladies qui continue de poser problème. C'est la raison pour laquelle nous avons une stratégie pour les maladies rares. Nous savons que moins de gens sont touchés, ce qui signifie que c'est difficile d'obtenir un diagnostic et d'avoir un parcours de traitement. Or, nous estimons que c'est important d'avoir des recherches qui éclairent la lanterne des cliniciens. Merci. La députée de London Fanshawe. Madame la Présidente, ce n'est pas une maladie rare. L'année dernière, la clinique de traitement du syndrome a expliqué qu'aucun neurochirurgien n'acceptait ces patients, qu'il n'y avait pas de parcours d'aiguillage. Cependant, le traitement est disponible dans des centres spécialisés aux États-Unis. Mais depuis 2019, toutes les demandes de traitement à l'extérieur de l'Ontario ont été refusées par le ministère. Que doivent faire les patients, selon la ministre, pour accéder à des soins si les experts confirment que ces soins ne sont pas disponibles dans cette province? La ministre de la Santé. La députée d'en face sait sans doute que les approbations pour l'obtention de soins à l'extérieur du pays sont des décisions cliniques. Ce ne sont pas des décisions politiques. Ce n'est pas à un politicien de prendre des décisions qui doivent être prises par un clinicien. Tandis qu'on continue de travailler avec CKIDS et le réseau universitaire de santé qui exploite une clinique de traitement du syndrome d'Ehlers-Danlos, nous devons effectivement respecter les volontés des patients et des cliniciens lorsqu'il est question d'approbation de traitement à l'extérieur du pays ou alors lorsqu'il est question d'investir dans les conseils cliniques. Merci. Le député de Kingston et les îles. L'hôpital général de Kingston est le plus vieux de l'Ontario, Madame la Présidente. Il y a des civières dans les couloirs, partout dans l'hôpital. Tout le monde sait que cet hôpital, qui date de 188 ans, ne peut pas être rénové ou restauré. Une question pour le ministre des Finances. Dans le budget, vous prévoyez un déficit de 14 milliards l'année prochaine, presque aussi important que pendant la COVID. Les gens dans les circonscriptions, les 5 circonscriptions qui dépendent des services de l'hôpital de Kingston, voient ce déficit et sont inquiets et se posent la question, est-ce que vous avez gardé de l'argent de côté pour construire un tout nouvel hôpital à Kingston dont le besoin est urgent? Le ministre des Finances. Merci. Merci au ministre du Travail et des Services sociaux. Alors, merci, Madame la Présidente. Plus sérieusement, voilà une question très importante. Le député d'en face est un érudit. Il a sans doute lu le budget en long et en large. Il sait sans doute qu'on a augmenté le financement pour le secteur de la santé de 62 milliards à plus de 100 milliards de dollars.
Qui plus est, Madame la Présidente, nous avons l'intention de créer davantage de lits de courte durée car, malheureusement, le député d'en face fait partie d'un parti qui était au pouvoir pendant 15 ans, soutenu parfois par le NPD, un parti qui n'a rien construit pendant ces 15 ans au pouvoir. Il n'a rien du tout construit. Et nous avons hérité, et le député d'en face le sait, nous avons hérité d'un déficit en matière de soins de courte durée. Grâce au leadership de ce gouvernement et grâce au soutien de la population de l'Ontario, nous construisons ces hôpitaux. Le député de Kingston et les îles. Madame la Présidente, malheureusement, dans le budget, il n'est pas question d'un nouvel hôpital à Kingston, même si 9 autres endroits sont évoqués. Il y a 2 ans, le budget prédisait un excédent budgétaire pour l'exercice en cours 2026-27. L'année dernière, ça s'est transformé en déficit de 8 milliards et dans le budget de cette année, le déficit a augmenté à 14 milliards de dollars, presque aussi important que pendant la pandémie. Après 8 ans, ce gouvernement, qui est fatigué, a pris une mauvaise habitude. Les excédents se transforment en déficit tandis qu'il dépense dans des priorités déplacées, comme ce tunnel fantaisiste sous la 401. Alors, je pose la question au ministre des Finances. Est-ce qu'il y aura de l'argent de côté pour l'hôpital de Kingston? Quel espoir réel peut-on donner à mes électeurs et tous les résidents entre Ottawa et Toronto? Le député des Finances, le ministre des Finances. Madame la Présidente, sauf tout le respect que je dois au député d'en face, je ne sais pas dans quel monde il vit, mais le monde dans lequel je vis moi, eh bien, nous avons vécu une pandémie, nous avons vécu une inflation extraordinaire, une augmentation de l'habitation de 2 millions, des conflits géopolitiques. Et en dépit de tout cela, cette province est le moteur de ce pays en matière d'investissement, investissement responsable. Et j'ajouterais, dans l'hôpital dont il parle, la ministre de la Santé fait en sorte qu'il n'y ait plus de patients orphelins. Et le député d'en face a sans doute lu le budget et a vu qu'il y avait 3,4 milliards supplémentaires investis dans les soins de proximité pour faire en sorte que tous les Ontariens aient un médecin de famille. Le député de Haldeman-Norfolk. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, c'était la date butoir pour que les propriétaires d'armes à feu déclarent leur arme à feu prohibée dans un programme de rachat. Les conservateurs prétendent que cette politique est une forme de criminalisation de propriétaires d'armes à feu légitimes. Le mois dernier, le Premier ministre a félicité un propriétaire d'une maison qui s'est défendu contre un attaquant. J'étais d'accord avec les impressions du Premier ministre. Je suis d'accord. Le rachat ne doit pas cibler les chasseurs, mais plutôt les criminels. Cela dit, le gouvernement n'a pas fait de déclaration. Pourtant, le moment appelle à la protection. Le rachat est une attaque à l'encontre des droits des Ontariens. Je veux savoir si le Premier ministre s'engage à prendre tous les outils nécessaires dans la loi pour protéger les droits des propriétaires légitimes d'armes à feu en Ontario. Le solliciteur général. Eh bien, merci, Madame la Présidente. J'apprécie la question. Je ne saurais être plus claire. Le Premier ministre a été très clair. Dans la province de l'Ontario, nous ne soutenons pas le programme de rachat des armes à feu du gouvernement fédéral. Point à la ligne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi, Madame la Présidente. Pas un seul fusil, pas une seule arme à feu utilisée dans le cadre d'un forfait criminel ne sera rendu dans le contexte de ce programme. Nous travaillerons main dans la main avec le gouvernement fédéral pour faire en sorte qu'il y ait des investissements, des subventions, qui travailleront avec les services de police pour que les armes à feu illégales quittent nos rues. Et j'attends un coup de fil. La députée de Haldeman-Norfolk. Merci, Madame la Présidente. Je me demande pourquoi le Premier ministre laisserait nos
concitoyens attendent. Je veux dire que la Saskatchewan et l'Alberta utilisent des lois provinciales pour protéger les propriétaires d'armes à feu de cette confiscation, dont le nouveau certificat d'exemption de la Saskatchewan et une nouvelle loi en Alberta similaire. J'ai la loi ici sous le coude. Elle est déjà toute prête. Ce gouvernement se donne pour réputation d'être bien dur sur le plan des rachats, mais je vous rappelle que les paroles ne protègent pas les propriétaires d'armes à feu légitimes, tandis que la PPO n'est pas d'accord. Ce ne sont pas tous les systèmes de police municipaux. Waterloo dit qu'elle le fera. Madame la Présidente, par votre entreprise et au Premier ministre, pourquoi ce gouvernement laisse-t-il les concitoyens de l'Ontario pour compte plutôt que de donner une véritable protection pan-canadienne, pan-ontarienne, comme le font les premiers ministres de la Saskatchewan et de l'Alberta? Merci, Madame la Présidente. La députée d'en face sait que le gouvernement fédéral a le droit d'imposer ces lois, mais la députée fait aussi référence au fait que quasi tous les services de police de l'Ontario, dirigés par la PPO, ont refusé de participer au programme de rachat d'armes à feu. Vous pouvez poser la question au député de Waterloo. Pourquoi elle a pensé que c'était bien pour les services de police d'adhérer au programme? Je le répète, Madame la Présidente, je l'ai dit dans 4 réunions FPT avec le procureur général et avec le procureur général adjoint. L'Ontario n'appuie pas le programme de rachat d'armes à feu. Nous défendrons bec et ongle les propriétaires légitimes d'armes à feu. Nous travaillerons fort pour faire en sorte qu'il y ait une stratégie afin que les armes à feu illégales disparaissent de nos rues. Le député de Carleton. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie et des Mines. Madame la Présidente, partout dans le monde, on voit les conséquences de la dépendance énergétique. En Europe, on dépend trop du gaz étranger, ce qui cause des chocs d'approvisionnement et ce qui oblige les familles et les entreprises à payer davantage. Au même moment, les chaînes d'approvisionnement internationales sont de plus en plus dominées par des pays comme la Chine. Madame la Présidente, ces réalités soulignent l'importance d'avoir une plus grande indépendance énergétique chez nous. Par votre entreprise, par votre entremise, Madame la Présidente, comment l'Ontario protège-t-elle notre indépendance énergétique pour faire en sorte que les familles aient accès à une énergie abordable? L'adjoint parlementaire de l'énergie et des mines. Le député d'en face a tout à fait raison. Lorsque les instances dépendent de l'énergie d'ailleurs, elles perdent leur indépendance économique. C'est la raison pour laquelle l'Ontario agit différemment. Aujourd'hui, l'Ontario a l'un des réseaux énergétiques les plus propres au monde, alimenté par l'hydroélectricité et l'énergie nucléaire. L'un dans l'autre, cela représente 75 % de l'énergie. Le nucléaire représente plus de 50 % de l'alimentation énergétique. Carboneutre, 24 heures sur 24. Et ce n'est pas seulement une question de fiabilité, c'est une question de souveraineté. Le secteur nucléaire soutient plus de 8 000 emplois à l'échelle de l'Ontario, avec plus de 200 sociétés qui participent à la chaîne d'approvisionnement. Jusqu'à 90 % de l'argent dépensé reste ici en Ontario. On soutient le travail local, les entreprises locales et les collectivités locales. À Bruce Power, près de 95 % des dépenses se font grâce à une chaîne d'approvisionnement entièrement canadienne. Madame la Présidente, tandis que d'autres pays dépendent de l'énergie étrangère, l'Ontario est alimenté par ses propres travailleurs, ses propres ressources et sa propre expertise. Le député de Carleton. Merci, Madame la Présidente. La souveraineté énergétique est essentielle, tout comme le contrôle des ressources qui alimentent le système. Tandis que la demande internationale pour les minéraux critiques augmente et que les chaînes d'approvisionnement sont concentrées dans un petit nombre de pays, les pays qui n'agissent pas rapidement risquent d'accuser un retard stratégique. L'Ontario a une position enviable. Elle a un excellent secteur minier. Or, elle doit faire en sorte d'utiliser ses ressources à bon escient ici chez nous. Madame la Présidente, est-ce que l'adjoint parlementaire peut expliquer comment notre gouvernement renforce le secteur des mines pour faire en sorte que les ressources soutiennent les investissements, les emplois et la croissance économique à long terme ici, en Ontario?
De retour à l'adjoint parlementaire. Merci, Madame la Présidente, et merci au député d'en face pour sa question. La véritable souveraineté signifie non seulement produire notre propre énergie, mais également garantir les ressources qui l'alimentent. La demande internationale pour les minéraux critiques devrait augmenter de 500 % d'ici 2050, tandis que les chaînes d'approvisionnement demeurent extrêmement concentrées dans des pays comme la Chine, qui contrôle quasi 85 % de la production. L'Ontario soutient son secteur minier qui représente plus de 30 milliers d'emplois et des emplois indirects. 37 mines actives et plus de 200 sociétés qui font avancer plus de 400 projets, surtout dans le nord de l'Ontario. Nous construisons et nous faisons fond sur nos forces en ayant une chaîne d'approvisionnement entièrement canadienne qui soutient l'extraction, le traitement et la production avancée. Car, Madame la Présidente, il s'agit de bien plus que de ressources, il s'agit de faire en sorte que les emplois et les débouchés économiques restent ici en Ontario dans cette période d'incertitude géopolitique. La députée de Hamilton-West. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. On a déjà perdu 500 éducateurs dans cette province en raison des compressions budgétaires de ce pays. Les salles de classe sont déjà trop achalandées, mais plutôt que d'embaucher plus d'enseignants et d'éducateurs, réduire la taille des salles de classe et aider nos élèves, ce gouvernement continue d'éviscérer le système avec des compressions supplémentaires. Dans le budget provincial de 2026, il y a des compressions qui obligent le conseil scolaire de ma circonscription d'annoncer des mises à pied. Les niveaux préliminaires de dotation personnelle prévoient une réduction de 250 emplois, dont 55 emplois inférieurs en enseignement primaire. Alors ma question est toute simple. Pourquoi les élèves ne méritent-ils pas beaucoup plus que cela? Le ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. Alors, la députée sait très bien que ce conseil scolaire a beaucoup moins d'inscriptions que dans le passé. Mais la députée sait également que, généralement, ces avis sont envoyés à cette période de l'année et qu'après un recalibrage au mois de septembre, ces enseignants sont réembauchés. Mais par ailleurs, Madame la Présidente, on cherche à refondre le système. Ce budget a des augmentations importantes dans le financement de base, on en est très fiers, mais de manière plus importante, nous observons des taux de littératie qui n'ont jamais été aussi élevés dans la province de l'Ontario. L'écriture, la lecture, on atteint des niveaux qu'on n'a jamais atteints. On a des taux d'obtention du diplôme qui atteignent des sommets et on a des scores en mathématiques qui commencent à réaugmenter après 15 années désastreuses sous les libéraux. Mais c'est insuffisant, nous voulons faire mieux, c'est la raison pour laquelle nous réinvestissons et dans le cadre de ce budget, nous réinvestissons dans les mathématiques pour avoir de meilleurs résultats scolaires à l'avenir. Ce que nous faisons, c'est construire un système qui fonctionne pour les élèves, les parents, les enseignants afin que nous réussissions à l'avenir. Député de Hamilton-Ancaster-Dundas. Monsieur le ministre, il y a moins d'étudiantes, d'éducatrices dans les écoles. Il y a eu des centaines de pétitions qui ont demandé cela, que le gouvernement augmente la dotation en personnel afin de pouvoir réduire la taille des classes. Nous avons besoin de plus d'aide et pas moins. Les étudiants ne peuvent pas se permettre de perdre plus d'étudiants. Avec le sous-investissement chronique par étudiant, les écoles attendent pour savoir qu'est-ce qui va être retiré. Ils attendent plus de la part de ce gouvernement, plus de soutien. Et donc ma question est très simple. Quand allez-vous investir dans l'éducation de nos enfants et donner aux enfants et à leurs familles les soutiens dont ils ont besoin? Réduisez la taille des classes, augmentez les soutiens, augmentez les programmes. Ministre de l'Éducation, nous faisons exactement cela, Madame la Présidente. Certains des défis dont elle a parlé dans sa propre collectivité découlent des décisions qui ont été prises par les conseillers. Nous voyons cela avec les parents qui choisissent de sortir leurs élèves de ce système et de les inscrire dans d'autres systèmes. Nous reconcentrons le système d'éducation sur les parents et les élèves et les éducateurs.
Et c'est pour cela que nous avons investi 750 $ supplémentaires en plus des soutiens apportés dans l'éducation. Nous voulons concentrer nos ressources dans les salles de classe. Et bien que pourquoi voulons-nous faire cela? Parce que nous voulons appuyer les éducateurs qui sont la bouée de sauvetage. Nous voulons nous concentrer sur ce qui compte et donner aux étudiants la possibilité d'offrir des réussites aux étudiants. Nous allons augmenter le financement. Nous allons nous reconcentrer sur les éducateurs. C'est pour cela que nous allons dans la bonne direction. Nous remettons les financements dans les salles de classe et nous allons revoir beaucoup plus de personnes qui vont réintégrer l'éducation publique. Député de Beaches-East-York, merci Madame la Présidente. Ce gouvernement se vante d'investissements records dans les investissements d'immobilisation, dans les hôpitaux. Mais combien de patients ont été transportés d'un couloir à une salle et combien ont été renvoyés à des spécialistes et combien d'Ontariens ont été retirés de la liste d'attente afin qu'ils puissent voir un spécialiste. L'hôpital dans ma circonscription traite plus de 100 000 patients juste dans les urgences. Il livre à paupier 3 000 bébés par année et réduit les visites aux urgences avec le programme de transition pour les jeunes. Mais malgré cela, ils attendent depuis 3 ans pour les améliorations de subventions pour les projets, la phase 2 du plan de redéveloppement. Ma question est la suivante au Premier ministre. Pourquoi envoyez-vous les soins de santé pour des centaines d'Ontariens dans 22 districts? Ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Lorsque j'ai visité l'hôpital Michael Garrett, le travail qu'ils effectuent est absolument phénoménal. La députée d'en face parle des taux de diversion, mais j'espère qu'elle a entendu parler des partenariats qui ont été conclus avec l'hôpital Sick Kids, avec les patients en pédiatrie, et qu'ils s'assurent qu'en collaboration avec Sick Kids, leurs patients en pédiatrie vont rester à Michael Garrett. Et je suis surprise que la députée d'en face ne félicite pas l'hôpital Michael Garrett sur la première phase qui va bientôt ouvrir pendant le mois d'août de cette année. Ils ont reçu un engagement, un investissement de milliards de dollars, car nous voyons l'excellent travail que cet hôpital effectue, tout comme beaucoup d'autres hôpitaux à l'échelle de l'Ontario. 60 milliards de dollars en investissement en immobilisation dans nos projets hospitaliers. Député de Beaches-East-York. Qu'est-ce qu'ils disent, Madame la Présidente? Attendre, c'est ce qu'il y a de plus difficile, Madame la Présidente. L'hôpital Michael Garrett attend depuis 3 longues années pour commencer la seconde phase de leur projet de redéveloppement. Cela, c'est 3 longues années de reporter les salles d'urgence, les unités de soins cardiaques, les urgences et beaucoup d'autres départements. Malgré le temps d'attente long, ils ont fait preuve d'innovation. Ils ont mis à jour les machines de dialyse. Ils ont ajouté des ventilateurs. Comme si ce n'était pas assez, plusieurs postes ont été reconnus comme étant les meilleurs médecins de l'Ontario. Donc, j'en ai assez. Ils doivent financer cet hôpital. Donc, ils font cela sans des soutiens de la province. Ma question est du Premier ministre et la ministre de Santé qui se moque de cette question. Pourquoi vous n'approuvez pas la deuxième phase? Ministre de la Santé. Madame la Présidente, c'est un sourire que la députée d'en face, que nous reconnaissons que nous avons des soins de santé de premier plan que nous voyons chaque jour dans les hôpitaux de l'Ontario, qu'il s'agisse à l'hôpital Trillium ou à l'hôpital d'Ottawa ou au Centre de sciences de London. Nous avons d'excellents cliniciens qui effectuent un excellent travail à l'échelle de l'Ontario. Et je sais que la députée en face sera avec moi en août lorsque nous allons célébrer l'investissement d'1,5 milliard de dollars que notre gouvernement a effectué
à l'achèvement du projet de la tour. Et j'espère qu'elle va passer son temps dans les quelques prochaines minutes de rencontrer l'hôpital et d'apprendre sur l'innovation qu'ils apportent à leur service d'urgence. Inaudible. Député de Beaches-East-York, rappel à l'ordre. Je m'excuse de la ministre des Finances. Il vous reste 10 secondes. Merci. Je suis tellement ravie de voir la députée d'en face reconnaître l'excellent travail que les hôpitaux de l'Ontario effectuent à chaque jour à l'échelle de l'Ontario. La parole à la députée de Kitchener-South-Espeler. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Sports. Les familles restent actives. Ce n'est pas un enjeu partisan, étant donné le bilan des votes des députés d'en face. Je me trouvais à la Reine et j'honorais un membre de l'équipe de cricket. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner plus de renseignements sur ce que notre gouvernement fait pour s'assurer que les enfants, les familles demeurent actifs et que la collectivité demeure dynamique? Le ministre des Sports. Madame la Présidente, merci pour la question et je remercie la députée pour le travail qu'elle effectue et son travail acharné au sein de sa collectivité. Nous parlons d'un budget de 300 millions de dollars qui va être investi dans l'infrastructure de sport, dans le fonds d'infrastructure des sports. Ce sont des investissements réels et on se demande qu'est-ce qui va se produire avec les 200 millions. Je peux vous dire que 100 collectivités ont bénéficié de cela pour redynamiser les anciennes structures. On parle d'impliquer les jeunes, les adultes, les aînés et de faire une différence. Et les jeunes qui ont un endroit où commencer, ils commencent au sein de la collectivité, ils deviennent des champions et de meilleures personnes grâce au sport. Ils développent des compétences et tout cela va être mis en place. Et je suis fière de faire cela par le biais de notre gouvernement et de faire une différence. Il n'y a rien de paresseux dans ce que nous faisons quand on a un impact positif